Salut, papier, crayon, réflexion. La partie B est donc cœur du problème 2 de EM Lyon 2021. On va étudier le modèle dont on parlait dans le préambule. Un modèle simple avec une urne rouge qui modélise le groupe de ceux qui pensent rouge et une urne bleue avec le groupe de ceux qui pensent bleu. L'expérience aléatoire va consister à faire se rencontrer aléatoirement des personnes, c'est-à-dire des opinions, de l'urne rouge et de l'urne bleue. En effet, à chaque pas de temps, on prend une boule dans chaque urne et on les échange. On peut interpréter ça comme un effet d'influence radicale, où, quand deux personnes se croisent, chacune adopte automatiquement l'opinion de l'autre. C'est bien sûr un modèle simpliste, mais très formateur pour faire le lien entre réalité et méthode pour déterminer les lois des échanges sociaux. Voyons donc ces méthodes de calcul. Question 9, on nous propose de nous familiariser avec le problème en regardant ce qui se passe au démarrage. On nous pose la question, quelle est la loi de la variable aléatoire Z1? Alors, la variable aléatoire ZK, qu'elle vaut, c'est quel est le nombre de boules rouges à l'instant K dans l'urne rouge. Donc, bien entendu, au départ, avant d'avoir fait quoi que ce soit, on est avec la variable Z0, si on veut, où on n'a encore pris aucune boule dans l'urne rouge, donc il y a forcément encore n boules rouges dans l'urne rouge. Donc c'est pour ça qu'on a écrit que la probabilité de Z0 égale n égale 1. Euh, Ensuite, à l'étape suivante, nécessairement, on a pris une boule dans l'urne rouge qui est rouge et une boule dans l'urne bleue qui est bleue, puisque pour l'instant, elles étaient complètement emplies de ces couleurs-là. Et puis, on les a échangées. Donc, une fois qu'on arrive à l'étape 1, au temps 1, eh bien, ça y est, on a mis une boule bleue et une unique boule bleue dans l'urne rouge, donc P de Z1 égale N-1 égale 1. Alors ça ne suffit pas pour indiquer ce qu'est une loi. Même si ici, on a des lois qui sont certaines, donc finalement, Z1 ne peut être égal qu'à n-1, Z0 qu'à n. Cependant, pour une variable aléatoire, on doit faire figurer l'ensemble des possibilités, des valeurs qu'elle peut prendre. Donc c'est ce qu'on a noté en haut comme Z indice K de oméga, oméga étant l'univers des possibles. Et bien ici, ZK de oméga, normalement, c'est un nombre compris entre 0 et n entier, c'est pour ça qu'on a mis des doubles barres sur l'intervalle. Ainsi, on a indiqué l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable aléatoire ZK, donc notamment Z1. Et puis on complète, même si là c'est un peu optionnel puisqu'on a des variables aléatoires certaines, par les probabilités d'avoir les autres valeurs pour Z1 ou Z0, qui sont à droite du cadre vert. Alors avant de poursuivre, un point méthodologique sur les exercices de probabilité. Même si ici on n'est pas dans un cas très complexe, bien souvent les énoncés sont difficiles à décrypter. Une stratégie, cependant, consiste à se lancer tout de même dans les questions, sans s'imposer d'avoir parfaitement compris les règles du jeu. En effet, les questions vont donner des angles d'attaque pour relire cet énoncé et le comprendre un peu mieux à chaque fois. Dès la question 10, on est sur un énoncé beaucoup plus complexe. Établir le nombre de boules rouges dans l'urne rouge à l'étape K plus 1 en fonction du nombre de boules rouges dans l'urne rouge à l'étape K. Ici, on peut être un peu guidé par une formule qui ressemble à celle des probabilités totales. Donc, ce qu'il nous faut déterminer, c'est un système complet d'événements. Alors, supposons qu'on est à l'étape K plus 1, I boule rouge dans l'urne rouge. Qu'est-ce qui a pu se passer pour en arriver là? Eh bien, soit on était à I moins une boule rouge dans l'urne rouge, on a pris une boule bleue dans l'urne rouge, une boule rouge dans l'urne bleue, et on les a échangées. Donc ça ajoute bien une boule rouge dans l'urne rouge. Ou alors, on a pris une boule rouge dans l'urne rouge, une boule rouge dans l'urne bleue, et on les a échangées. Ce qui fait qu'on n'a rien fait. Ou encore, une boule bleue dans l'urne rouge, une boule bleue dans l'urne bleue, et on les a échangées. Là encore, ça revient à ne rien faire. Et puis, dernière possibilité, on a pris une boule rouge dans l'urne rouge, une boule bleue dans l'urne bleue, et on les a échangées. Donc on a diminué le nombre de boules rouges dans l'urne rouge de 1. C'est exactement ce qu'on observe dans la formule présente, puisqu'on est en fonction de ZK égale I moins une boule rouge, c'est le premier cas qu'on a décrit, ZK égale I boule rouge, ça veut dire qu'on n'a rien fait, et puis ZK égale I plus une boule rouge à l'étape K, qui veut dire qu'on a enlevé une boule rouge. Ce qu'il faut donc faire maintenant, c'est déterminer les probas conditionnels qui permettent de passer
d'un certain nombre de boules rouges à l'étape K à un autre nombre de boules rouges à l'étape K plus 1. On va détailler ce processus pour le passage de I-1 boule rouge à I boule rouge. Alors pour faire ça, on a expliqué que ce qu'il fallait faire, c'était prendre une boule bleue dans l'urne rouge, une boule rouge dans l'urne bleue et les échanger. Prendre une boule bleue dans l'urne rouge. Si à l'étape K, on a I-1 boule rouge, ça signifie qu'on a N moins I-1 boule bleue dans l'urne rouge. Et puis, dans cette urne, on a, à chaque instant, un nombre n de boules. Donc la probabilité de tirer une boule bleue, c'est bien n moins i moins 1 sur n. Ça, c'est pour le tirage d'une boule bleue dans l'urne rouge. De manière indépendante, on tire une boule rouge dans l'urne bleue. On a exactement le même nombre de boules rouges dans l'urne rouge que le nombre de boules bleues dans l'urne bleue. Donc si on veut tirer une boule rouge dans l'urne bleue, eh bien ça revient à la même probabilité que tirer une boule bleue dans l'urne rouge. Et on réécrit n moins i moins 1 sur n. Et puisque ces deux probas sont indépendantes, la probabilité de l'intersection des deux est égale au produit des deux probabilités, et on trouve bien ce qu'on a écrit dans la première ligne de l'encadré. À la question 11a, on nous demande de recopier et compléter les lignes d'une fonction syllabe pour simuler la variable aléatoire zk. Donc, bien sûr, on va le faire en Python. C'est Python qui est au programme depuis 2021. Donc, eh bien, j'ai modifié un petit peu le programme syllabe pour qu'on puisse voir comment ça se passe. Pour commencer, puisqu'on va simuler une expérience aléatoire, on va avoir besoin du module random qui se trouve dans la bibliothèque NumPy. Donc c'est pour ça qu'on fait un import de numpy.random, qu'on renomme rd as rd pour qu'on n'ait pas à réécrire à chaque fois numpy.random. On initialise tout d'abord le nombre de boules rouges dans l'urne rouge à n, c'est ce qu'on a fait avec grand R égale n. Et puis, pour savoir ce qui se passe à l'étape K, on va simuler K fois l'expérience aléatoire. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une boucle qui va se produire K fois. Pour simuler l'expérience aléatoire à chaque étape, on va utiliser la fonction rand du module random de NumPy. Cette fonction renvoie un nombre entre 0 et 1, et on va comparer ce nombre à la proportion de boules dans une urne. Par exemple, dans l'urne rouge, on sait qu'il y a R boules rouges, donc la proportion de boules rouges vaut R sur N. Si le nombre tiré par la fonction rand qu'on a mis dans aléa R est plus petit que la proportion R sur N, alors on considère qu'on a tiré une boule rouge. Et on fait de même pour la variable aléa B, qui est celle qui détermine si on a tiré ou non une boule bleue dans l'urne bleue. Si dans la condition du if, on a tiré une boule rouge dans l'urne rouge et une boule bleue dans l'urne bleue, ça signifie qu'on a diminué le nombre de boules rouges de 1 dans l'urne rouge, et donc R égale R-1. Si au contraire, on a tiré une boule bleue dans l'urne rouge et une boule rouge dans l'urne bleue, alors ça signifie que le nombre de boules rouges a augmenté de 1 dans l'urne rouge. On n'a pas besoin de traiter les autres cas, puisque dans ce cas-là, rien ne se passe. Et une fois qu'on a itéré 4 fois ce processus, eh bien, on retourne le nombre de boules rouges dans l'urne rouge, c'est-à-dire grand R, return grand R. À droite, on a utilisé cette fonction. Alors, on a tout d'abord exécuté le script, et puis on a testé la fonction en faisant simul, par exemple, de 30. Ça signifie qu'on a 30 boules rouges dans l'urne rouge, 30 boules bleues dans l'urne bleue à l'étape initiale, et qu'on va réaliser l'expérience aléatoire 4 fois. Et donc, combien reste-t-il de boules rouges dans l'urne rouge? Le programme nous donne 27. Effectivement, quand on a tiré 4 fois des boules dans l'urne rouge, on est encore relativement proche de 30. Et puis, on a utilisé ce programme en ayant fait l'expérience aléatoire 100 fois, toujours avec le même nombre de boules de départ, 30. Et là, on voit qu'on arrive à 14 boules rouges dans l'urne rouge. Ce qui veut dire que, en gros, on est à la moitié, on a échangé, ça s'est un peu homogénéisé entre les deux groupes. À la question 11b, on nous demande cette fois-ci de trouver l'espérance de la variable aléatoire zk. Pour nous, ça va revenir à faire une moyenne, c'est-à-dire autant k, combien en moyenne y a-t-il de boules rouges dans l'urne rouge.
En principe, pour calculer l'espérance, il nous faut réaliser l'expérience aléatoire un nombre infini de fois. Pour nous, on va se limiter à 100 fois, et ce sera ça la particularité de notre méthode d'estimation. Alors pour réaliser une moyenne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va ajouter les résultats qu'on va trouver 100 fois, et puis on va diviser ce résultat par 100. Donc on a une variable e qu'on met à 0 au départ, et puis on fait une boucle qui va se produire nombre d'expériences fois, c'est-à-dire 100 fois pour nous, où on va à chaque fois faire un appel à la fonction simul nk, qui va nous donner combien il y a de boules rouges à l'étape k dans l'urne rouge, et on va ajouter ça, nombre d'expériences fois, dans la variable e, et puis à la fin, on divise par 100. Et donc on a fait un appel à cette fonction dans la console, dans l'écran de droite. On a exécuté le script et puis on a fait espérance de 30,5, c'est-à-dire toujours pareil, comme avant, 30 boules rouges dans l'urne rouge au départ, et puis on réalise l'expérience aléatoire 5 fois, seulement cette fois-ci on va faire une moyenne. Qu'est-ce qui se passe au bout de 5 fois? Eh bien au bout de 5 fois, on a 25,61 boules rouges dans l'urne rouge. Ça veut dire qu'une fois on a dû trouver 24, une fois 26, une fois 23, une fois, etc. Et au final, ça nous fait une moyenne de 25,61. Et puis on a fait la même chose pour Z indice 100. Qu'est-ce qui se passe en moyenne quand on a fait 100 expériences aléatoires? Donc on trouve que le nombre moyen de boules rouges dans l'urne rouge au bout de 100 expériences aléatoires, il est de 14,87. On voit de nouveau qu'on se rapproche de 15, c'est-à-dire la moitié de 30 en moyenne. À la question suivante, on nous demande d'émettre une conjecture sur l'espérance de ZK. Et pour ça, on nous dit de nous appuyer sur les courbes qui ont été tracées grâce au premier programme. Donc bien sûr, j'en ai profité pour tracer mes propres courbes, et pour ceux que ça intéresse, on a à gauche le programme qui permet de les tracer. À noter qu'on utilise PLT, et que ceci correspond à l'alias de matplotlib.pyplot qu'on a dû importer pour pouvoir tracer les courbes. Alors si on observe ce qui se passe dans les graphes, on voit bien qu'effectivement, quand on part d'un nombre de boules égal à 30, au bout d'un temps suffisamment grand, on va vers une espérance qui est de 15, pour 20 vers 10 et pour 10 vers 5. Donc il est raisonnable de faire la conjecture que l'espérance tend vers la moitié du nombre initial de boules rouges dans l'urne rouge. Fort de ces résultats numériques, on va maintenant chercher à démontrer quelle est l'espérance de ZK dans les questions 12 à 14 et même arriver à la loi de ZK à la question 14b. Dans un premier temps, on nous fait nous intéresser à la variation du nombre de boules rouges dans l'urne rouge entre une étape et la suivante. On appelle cette variable aléatoire delta k et elle est fonction de zk plus 1 et de zk. C'est zk plus 1 moins zk, c'est-à-dire le nombre de boules rouges à l'étape k plus 1 moins le nombre de boules rouges à l'étape zk. Déterminer pour tout k l'ensemble delta k de oméga, eh bien qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir plus une boule rouge, ou alors le même nombre, ou bien diminuer de 1. Explorons cette variable aléatoire delta k. Et pour ça, commençons par calculer la probabilité que delta k égale moins 1, c'est-à-dire que le nombre de boules rouges diminue de 1 dans l'urne rouge. Delta k égale moins 1, ça signifie qu'on a nécessairement échangé une boule rouge de l'urne rouge contre une boule bleue de l'urne bleue. Mais on l'a déjà dit, si on a i boules rouges dans l'urne rouge, la probabilité de tirer une boule rouge dans l'urne rouge vaut la proportion, c'est-à-dire i sur n. Et c'est égal à la probabilité de tirer une boule bleue dans l'urne bleue. Donc, la probabilité de tirer une boule rouge dans l'urne rouge et une boule bleue dans l'urne bleue, par indépendance de ces deux tirages, ça nous donne la probabilité de tirer une boule rouge dans l'urne rouge fois la probabilité de tirer une boule bleue dans l'urne bleue, c'est-à-dire I sur n au carré. Cette probabilité correspond en fait à la probabilité conditionnelle. Quelle est la probabilité de cet échange dans le cas où le nombre de boules rouges vaut I dans l'urne rouge? Et on utilise la formule des probas totales, avec comme système complet d'événements le nombre de boules rouges à l'étape K dans l'urne rouge. Or, celui-ci peut varier de 0 à n.
D'où la formule et la somme pour P de delta K égale moins 1. Pour P de delta K égale plus 1, c'est-à-dire 1, c'est exactement la même procédure, à ceci près qu'on tire une boule bleue dans l'urne rouge et une boule rouge dans l'urne bleue. Ce sont donc ces probas conditionnels qui changent, et on a une complémentarité par rapport au premier cas, c'est-à-dire que tirer une boule bleue dans l'urne rouge vaut 1 moins I sur n, qui était la probabilité de tirer une boule rouge. On remplace et on obtient la formule de droite. Question 12c. Montrer que l'espérance de delta K, c'est 1 moins 2 sur n, espérance de ZK, donc on va relier deux choses, et puis espérance de ZK plus 1 en fonction de l'espérance de ZK. Alors pour faire ça, grâce aux probabilités qu'on a calculées à la 12b, on peut calculer maintenant l'espérance de delta K. C'est en effet moins 1 fois la probabilité que delta K égale moins 1, plus 0 fois la probabilité que delta K égale à 0, plus 1 fois la probabilité que delta K égale 1, parce que ce sont les trois valeurs que delta K peut prendre. Alors on voit pourquoi on n'avait pas besoin à la question précédente de calculer P de delta K égale à 0, puisqu'elle est multipliée par 0, donc elle disparaît de notre calcul. Alors on écrit explicitement les formules, on les réunit dans la même somme, on simplifie, ce qui nous donne à la ligne 3 P de ZK égale I facteur de 1 moins 2I sur N, et puis on redéveloppe en deux sommes pour faire apparaître d'une part la somme des probabilités de ZK égale I, et d'autre part la somme des I probabilités de ZK égale I. Dans le premier cas, puisqu'on a la somme des probabilités, ça fait 1. Et puis dans le deuxième, c'est la définition de l'espérance de ZK. On a donc établi la première formule, espérance de delta K égale 1 moins 2 sur n, qui était en facteur espérance de ZK. Et puis, comme l'espérance de delta K c'est égal à l'espérance de ZK plus 1 moins ZK, par linéarité de l'espérance, ça nous donne espérance de ZK plus 1 moins espérance de ZK. Et comme on a trouvé au-dessus que l'espérance de delta K c'est 1 moins 2 sur n espérance de ZK, on a juste à le mettre de l'autre côté. À présent, on isole espérance de ZK plus 1 et on trouve bien la formule de droite demandée dans la question 12c. Question 12d. À présent qu'on a établi une relation de récurrence entre l'espérance au rang k et l'espérance au rang k plus 1, on va pouvoir déterminer la formule de l'espérance au rang k. Effectivement, ici on est en présence d'une suite arithmético-géométrique dont on a vu la résolution en cours de première année. Il suffit donc de remplacer dans la formule, et on trouve que l'espérance de ZK égale n sur 2 facteur de 1 moins 2 sur n puissance k plus 1 demi. Si maintenant on veut connaître l'espérance de ZK quand k tend vers plus l'infini, il faut faire tendre justement k vers plus l'infini. Or, dans la parenthèse qui est à la puissance k, le nombre est strictement inférieur à 1. Ce qui veut dire qu'à la puissance l'infini, ça va tendre vers 0. Et il reste juste l'espérance de ZK qui tend vers n sur 2. Question 13. Nous voilà arrivés au carrefour tant attendu entre la partie A et la partie B. Alors pour poursuivre cette étude, on a besoin d'introduire cette somme de i égale 0 à n des p de zk égale i x puissance i. C'est ce qu'on appelle la fonction génératrice de la variable aléatoire zk. Inutile de connaître des grandes théories sur cette fonction génératrice, simplement, il faut savoir qu'elle contient la loi de zk dans son entièreté et que c'est un polynôme. Grâce au fait que c'est un polynôme, on va pouvoir lui appliquer ce qu'on a trouvé dans la partie 1. Alors, on va de suite alors pour ça, on doit observer une similitude entre l'endomorphisme phi n appliqué à x puissance i et la relation de récurrence qu'on avait établie entre zk plus 1, la loi de la probabilité de zk plus 1 égale i, avec ce qui se passait au rang k. À un décalage d'indice près, il s'agit effectivement de la même chose. Alors calculons phi n de qk comme il est demandé à la question 12a. Par linéarité de phi n, on a que phi n de la somme des p x puissance i est égal à la somme des p de phi n des x puissance i. Et on n'a donc plus qu'à remplacer dans la somme par ce qu'on avait à la question 1a de la partie A. Pour passer à la ligne 2, on est déjà un peu habitué à cette technique. On va faire des changements d'indice qui nous permettent d'avoir x puissance j pour chacun des termes.
Avant de continuer sur ce calcul relativement complexe, c'est utile de rappeler que avoir à côté de soi papier, crayon et être en train d'essayer de retrouver par ses propres moyens les calculs qui sont au tableau sont vraiment un bon investissement. On peut y passer 15, 20, 30 minutes. Franchement, c'est pas du temps perdu parce que toutes ces techniques de calcul se retrouvent dans tous les énoncés de concours. Cela étant dit, poursuivons. Alors, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, qu'on a tous les xj dans les différentes sommes, on peut rassembler les termes de la partie commune, c'est-à-dire ceux qui vont de j égale 1 à n-1. On exclut le terme de la première somme qui est en j égale n, qu'on met à la fin. Donc, si on remplace, ça nous donne p de zk égale n-1 fois 1 sur n carré fois x puissance n. Et puis le terme d'ordre 0 de la dernière somme, qui vaut, si on remplace, p de zk égale 1, facteur de 1 sur n carré. Pour la partie commune et donc le coefficient de xj, on utilise la formule qu'on a rappelée en haut à droite du tableau, qui donne p de zk plus i égale i, qui est exactement ce qui est écrit dans l'entrecrochet. Et puis pour les deux derniers termes, on remarque que p de zk égale n-1 et p de zk égale 1 peuvent être écrits grâce à la formule des probas conditionnels. On a fait figurer les formules juste en dessous du premier cadre vert pour voir pourquoi on trouve bien ces fractions. Reste maintenant à calculer ces probas conditionnels. P de zk plus 1 égale n quand zk égale n-1. Eh bien ça vaut 1 sur n carré. Pourquoi? Parce que si à l'étape K, on a n-1 boule rouge dans l'urne rouge. Pour qu'à l'étape suivante, on en ait n, il faut forcément avoir pris la boule bleue qui est dans l'urne rouge et puis la boule rouge qui est dans l'urne bleue et les avoir échangées. Or, pour chacun de ces deux cas, on avait une probabilité de 1 sur n. C'est ce qui nous donne 1 sur n carré. Et c'est exactement la même chose pour passer de une boule rouge dans l'urne rouge, une boule bleue dans l'urne bleue, à 0 boule rouge dans l'urne rouge, 0 boule bleue dans l'urne bleue. On a bien là aussi 1 sur n carré. À présent, il ne reste plus qu'à remplacer dans la formule de phi n de Qn, tout faire rentrer dans la somme, et on trouve bien phi n de Qk égale Qk plus 1. Question 13b. En déduire qu'il existe un réel alpha tel que la suite de polynômes Qk converge vers le polynôme alpha pi n, où pi n est le polynôme défini à la question 7. Alors cette suite, elle commence à Q0. Et Q0, c'est la somme de i égale 0 à n des p de z0 égale i, x puissance i. C'est donc un polynôme de degré inférieur ou égal à n. En pratique, on déterminera que c'est x puissance n. Mais en tout cas, c'est un polynôme de Rn crochet x. Donc, si on applique phi un certain nombre de fois, eh bien, effectivement, comme on l'avait démontré à la question 7, on doit se diriger vers alpha pi n. Alors, que vaut alpha? Eh bien, on l'avait vu, alpha, c'est la coordonnée de Q0 suivant pi n, dont on peut décomposer en fonction des différents vecteurs propres, c'est-à-dire dans la base Ri. Question 14a, déduire de la question précédente que P de zk égale i tend vers alpha fois i parmi n. Alors effectivement, on a l'expression de pi n, qui est la somme de i égale 0 à n des i parmi n au carré xi. Donc quand on remplace dans la limite des qk, qui valait alpha pi n, ça nous donne somme de i égale à 0 à n des alpha i parmi n au carré x puissance i. Mais la limite de qk, c'est aussi la somme de i égale 0 à n de la limite des p de zk égale i, x puissance i. Donc, d'après ce qu'on avait dans le préambule sur la convergence des suites de polynômes et de leurs coefficients, on identifie et on a la limite quand k tend vers l'infini de p de zk égale i égale alpha fois i parmi n au carré. Question 14b. Donc, on admet une formule un peu complexe qu'on va utiliser plus tard et on veut montrer que alpha égale 1 sur n parmi 2n. Alors, on a démontré à la question précédente que alpha i parmi n au carré était égal à la limite de zk égale i. Donc, si on fait la somme de i égale 0 à n sur ces coefficients-là, eh bien, c'est reporté sur la somme des limites. Donc, ça, c'est la limite de la somme, puisque c'est une somme finie, il n'y a pas de problème pour intervertir. Et puis, la somme de i égale 0 à n des p de zk égale i, ça fait 1. Et la limite de 1, ça fait 1. Donc,
alpha fois somme de i égale 0 à n des i parmi n au carré est égal à 1. Maintenant, avec la formule du haut, on va pouvoir identifier. Donc, dans notre somme, on a i égale 0 à n, alors que dans la formule, c'est i égale 0 à m. Donc, pour m, il nous faudra prendre n. Ensuite, on a i parmi n. Dans la formule, on a i parmi a. Donc, il va nous falloir prendre aussi a égale n. Et puis, sachant que i parmi n est égal à n moins i parmi n, il nous faudra prendre aussi n pour b. Et si on remplace, ça nous donne pour cette somme n parmi n plus n, c'est-à-dire 2n, donc n parmi 2n. Finalement, on trouve que alpha égale 1 sur n parmi 2n en isolant alpha dans la formule du premier encadré. Et enfin, question 14c, montrer que la suite de variables aléatoires zk converge en loi vers une variable aléatoire z dont on précisera la loi et l'espérance. Alors effectivement, d'après la question précédente, on avait la limite de p de zk égale i qui était égale à i parmi n au carré sur n parmi 2n, où on a remplacé alpha par 1 sur n parmi 2n. Donc, il est clair que zk tend vers cette variable aléatoire grand Z, avec comme loi p de z égale i qui vaut i parmi n au carré sur n parmi 2n, et avec comme ensemble des possibles pour z de oméga, eh bien, l'ensemble du nombre de boules rouges qu'on peut trouver dans l'urne rouge, ça va toujours de 0 à n. Donc on a trouvé la loi de cette variable aléatoire, la loi de cette répartition des opinions. Dans l'urne rouge à présent, il peut toujours y avoir un certain nombre d'opinions rouges qui varient entre 0 et n, et la loi de ce nombre d'opinions est donnée par la variable z. Quant à l'espérance de z, qui est la limite de l'espérance de zk, eh bien c'est n sur 2, on l'avait déjà trouvé à la question 12d. Et ça nous permet de vérifier que notre conjecture était exacte à l'issue des programmes Python. Et voilà, ce sujet nous a donc donné un aperçu des méthodes qui sont utilisées pour évaluer la propagation d'informations dans des réseaux sociaux. Et on voit au passage, au niveau mathématique, comment des questions d'algèbre et de polynômes peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes de probabilité. J'espère que tout ça vous a plu, et je vous dis papier, crayon, réflexion. Salut!